Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je me dois de me présenter. Je m'appelle Jacques Marceau, administrateur territorial en retraite. J'ai travaillé, entre autres, sur ce territoire, longtemps directeur général des services de la ville de Saint-Denis, de pleine commune, mais aussi les mêmes fonctions dans le Val-de-Marne, directeur général adjoint de la RATP. Et je suis très heureux de contribuer ce soir au grand débat, vu que Madame la maire d'Aubervilliers m'a sollicité pour être l'animateur de ce grand débat et le garant aussi, ce que je vais m'efforcer de faire le mieux possible. Donc, grand débat qui, comme vous le savez, a été souhaité par le président de la République, et grand débat qui a pris à Aubervilliers plusieurs formes. Tout d'abord, les cahiers du grand débat, que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de feuilleter, avec beaucoup de contributions très riches, et puis des contributions aussi en ligne, par Internet, tout aussi intéressantes, une permanence en mairie hier matin, et puis l'assemblée de ce grand débat qui a lieu ce soir. Je vais rapidement me taire pour vous laisser la parole. Auparavant, je voudrais quand même rappeler le cadre de ce débat, et plus particulièrement de cette assemblée de ce soir. Dans sa lettre aux Français, le président de la République a listé 4 thèmes pour tenir ce grand débat. Les impôts, les dépenses et l'action publique. Le deuxième thème étant l'organisation de l'État et des collectivités publiques. Et puis, troisième, la transition écologique. Enfin, la démocratie et la citoyenneté. Chacun de ces thèmes étant assorti dans cette longue lettre de nombreuses questions pour orienter, je dirais, le débat. Comme Madame la maire l'a souhaité, je vous propose que nous ne nous enfermions pas dans ces 4 thèmes. Et comme le président de la République l'a lui-même admis par la suite, aucune question taboue, de manière à ce que chacun, dans le cadre de ce grand débat Aubervilliers et notamment ce soir, puisse aborder toutes les questions qui le préoccupent, exprimer les revendications et des propositions prenant place dans ce grand débat. Avec toutefois une précision, mais je pense que nous serons tous d'accord là-dessus, il s'agit du grand débat national, comme on nous l'a souvent répété. Donc ce grand débat porte sur des questions de politique nationale, et si vous le voulez bien, nous exclurons les questions relatives à l'administration et la gestion locale, parce que ce n'est pas l'objet du grand débat national, mais par ailleurs parce que je sais que vous avez de multiples lieux où vous pouvez vous exprimer sur les questions d'administration et de gestion locale, encore récemment, dans le cadre de Vivre Aubervilliers, les rencontres citoyennes. Nous allons donc vous laisser la parole, vous écouter. Pour ma part, je vais animer ce débat, donc l'organiser le mieux possible, en même temps prendre des notes, de manière à pouvoir contribuer à la synthèse, une synthèse qui est déjà bien avancée. Nous y avons travaillé hier avec les responsables de la mairie d'Aubervilliers à partir des cahiers du grand débat et puis des contributions en ligne. Tout ce qui sera dit ce soir sera bien évidemment noté par moi, mais aussi par des responsables de la mairie d'Aubervilliers, avec une précision pour être sûr de ne rien manquer. Le débat sera enregistré et même filmé, comme c'est l'habitude dans ces assemblées citoyennes. Pour que vous sachiez tout, vous savez qu'on arrive au terme de ce grand débat qui est fixé au 15 mars. Donc pour ma part, très vite, d'ici la fin de la semaine, au tout début de la semaine prochaine, je ferai une synthèse de ce qui aura été dit ce soir et de ce que nous aurons relevé des contributions dans le cadre du cahier du grand débat et des contributions en ligne, synthèse que je remettrai à Madame la maire, et je pense que celle-ci, qui est dans la salle avec d'autres élus comme simples citoyens ce soir, mais qui ne s'interdiront pas
comme citoyen de prendre la parole si besoin l'était. Donc j'en mettrai cette synthèse à Madame la maire qui vous dira, je pense, à la fin de cette réunion, ce qu'elle compte en faire. Donc maintenant je vous passe la parole. Je passe la parole à la première personne qui souhaite intervenir dans le cadre de ce débat. Oui, bonsoir, je m'appelle Roger. Je suis habitant d'Aubervilliers et pour mon bonheur, je suis aussi agent territorial de la ville d'Aubervilliers et aussi représentant syndical CGT. Et moi, ce soir, je voudrais intervenir plus précisément sur les services publics. Alors, j'ai pris un peu de notes, hein, excusez-moi, je suis un peu de monde, mais j'aime bien travailler mes interventions avant de venir. Simplement un petit rappel que sur les services publics, ils sont vraiment essentiels notamment l'accès à l'eau, à l'énergie, au transport, à l'éducation, à l'action sociale et à la santé, à l'éducation, à la culture, à la formation, à la justice, au logement, à la sécurité, qui constituent des droits fondamentaux et participent à l'aménagement du territoire. Pour en revenir plus sortiment sur le service public, je voudrais intervenir sur le service public local. À Aubervilliers, notamment, puisqu'il s'agit d'Aubervilliers, l'État a fermé à Aubervilliers la CAF. L'État a fermé le centre de sécurité sociale. Bon, moi je veux bien qu'on nous dise, on nous parle des services publics et des administrations proches, hein, puisque ce qui est marqué dans la lettre de M. Macron, c'est une loi d'attention, mais entre les faits et la réalité, il y a un vrai décalage. Sur les services publics de proximité, je partage en même temps le combat des Gilets jaunes. Je me retrouve sur ce combat-là, effectivement, sur les services publics de proximité. Et la preuve à Aubervilliers, il n'y a jamais rien acquis, sauf qu'à Aubervilliers, pour obtenir quelque chose, il faut sans arrêt se battre. Donc, on s'est battu pour la Poste, pour le 3e bureau, et moi, ce que je souhaiterais dans mes revendications, c'est d'arrêter les fermetures des services publics locaux, parce qu'effectivement, sans l'administration locale, imaginons à Aubervilliers une population multiple, où effectivement tout le monde ne parle pas forcément le français, tout le monde ne maîtrise pas forcément l'informatique, parce qu'on veut quand même nous vendre, c'est l'administration délocalisée par Internet. Or, force de constater que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Ne serait-ce que quand vous allez à la CAF à Bobigny, vous y allez à 8h du matin, il y a le lieu infernal. On maltraite, pour moi, je suis désolé, le gouvernement aujourd'hui Macron et le gouvernement précédent Hollande, parce que ça ne vient pas de Macron, maltraite la population d'Aubervilliers. Ce que je souhaiterais en même temps, c'est qu'il y ait une égalité sur ce territoire. Que M. Macron dise et permette qu'il n'y a pas de raison que on prend Versailles, qui a à peu près la même densité de population, elle a droit à tout, et Aubervilliers, elle n'a droit à rien, si ce n'est à se battre pour obtenir quelque chose. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une respect des égalités territoriales. Je finis, tout simplement, je finis. Donc, arrêter de fermer des nombreuses fermetures sans frais, recruter des agents pour justement avoir le lien humain, voire social, et en même temps, je parlais des 3e bureaux de poste, et un 4e bureau de poste, parce que je rappelle quand même que le défenseur des droits, M. Toumont, dit un bureau de poste pour 20 000 habitants. Aujourd'hui, au Aubervilliers, il en faudra un 4e, voire un 5e. Et juste une dernière chose sur la sécurité, j'aimerais quand même effectivement qu'il y ait la même sécurité sur l'ensemble du territoire d'Aubervilliers qu'il pourrait y avoir à Versailles. Et par là, je tenais aussi à remercier la maire, Mme Barry, pour l'obtention de 20 policiers à la Villette à partir du mois de juin. Voilà. Merci, monsieur. Il y avait madame au premier rang. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. En fait, je suis là aujourd'hui parce que je croyais que le président serait là. Parce que je devais être face à face avec lui, mais il n'est pas là. Bon, bref, je sais que vous allez transmettre. Je m'appelle Mireille et je suis aide-soignante. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas assez de soignants partout. Donc, s'il y a une absence, c'est la politique de M. Macron, il y a une absence, on ne remplace pas. Et quand on ne remplace pas, le travail est double. Quand c'est double, alors on va chercher la maltraitance. On parle de la maltraitance des personnes. Ces personnes, ils payent combien dans les maisons de retraite? Ça coûte trop cher. Et quand ça coûte trop cher, ils mangent quoi? Est-ce qu'il y a un contrôle derrière tout ça? Il n'y a pas un contrôle derrière tout ça. C'est pourquoi je voulais voir M. Macron pour lui dire qu'est-ce qui se passe en France.
Les personnes âgées, ils ont travaillé. Il y a quoi comme retraite? C'est la maltraitance gouvernementale, en fait. Donc, ils maltraitent les personnes qui ont travaillé, ils ont cotisé. Même s'ils n'ont pas travaillé. Les ministres qui sont dans leur bureau, ils gagnent combien? Moi, en tant qu'aide-soignante, je gagne combien? J'ai des enfants à charge. Quand je commence à 7 h, vous savez à quelle heure je me réveille? À 5h30. Ça veut dire que ma vie commence même à 4 h. Ok? Bon, mais si Macron il dort bien, les ministres ils dorment bien, il faut quelle loi? Il faut quelle loi? Il faut des lois, je ne sais pas c'est quoi, mais dans 10 ans, moi peut-être je vais être à la maison de retraite. Est-ce qu'ils sont en train de préparer les jeunes pour avoir envie de travailler dans une maison de retraite? Est-ce que vraiment les jeunes qui font les stages, ils choisissent de travailler en tant que soignants? Est-ce que partout il fait des tournées là? Il a fait des tournées dans les maisons de retraite? Non, parce que les soignants, les infirmiers, les médecins sont mal payés, les ministres ils touchent, ils ont des droits partout, les voleurs sont dans le gouvernement, ils volent, il n'y a rien. Mais toi, si tu dépasses juste 1 euro, on coupe tes droits. C'est quoi le problème en France? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais des réponses de vive voix, mais les réponses, est-ce que j'aurai des réponses? Et si j'ai fait un courrier à M. Macron, vous savez, c'est des lettres types depuis les années. Madame, Monsieur le Président, il a reçu votre courrier, bravo, il va vous répondre. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Les gens, ils souffrent. Les gens, ils souffrent, mais vous ne savez pas la souffrance. La souffrance, c'est quoi? Les gens, ils n'ont même pas peut-être un pain, mais ils font semblant de sortir pour rigoler, parce que dans cette ville, il y a des associations. C'est que j'aime cette ville. Mais l'État ne fait rien pour nos personnes âgées. Nous, les soignants, quand le week-end, ils sont, les cadres, excusez-moi si vous êtes là, mais les cadres sont dans leur bureau, nous, on prend la responsabilité. Ces personnes-là, est-ce que les soins, il est là, nous, on est là. Tu commences à 9 h, tu as 8 toilettes ou 12 toilettes à faire. Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que ça va? Moi, des fois, je me réveille le matin, je me dis que je n'ai pas envie d'aller travailler. Mais il faut que j'aille travailler parce que je ne vais pas laisser mes collègues en galère. Mais quand il arrive qu'il y a des absents et qu'ils ne vont pas remplacer, c'est la politique. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à réduire cette politique-là pour tuer les gens? C'est vraiment la tuerie. Et merci, quand, excusez-moi, il y a une dernière chose. Quand on envoie une personne âgée à l'hôpital, nous, quand il va revenir, mais comme s'il allait mourir, parce qu'il n'y a pas de personnel à l'hôpital. Ils n'ont pas le temps de suivre. Genre, est-ce qu'elle a mangé? Non, ils n'ont pas le temps de raser. Non, les personnes reviennent de l'hôpital comme s'ils étaient dans un interne, je ne sais pas où là. Mais en tout cas, moi, je voulais le voir face à face. Désolé, il n'était pas là, mais voilà, sachez, madame... Et je vais avoir des... Je veux que ça change. Oui. Je veux que ça change. Alors, c'est pourquoi les gens, ils sont dans la rue. Nous transmettrons votre colère. Voilà, je suis en colère. Au président de la République, colère légitime. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, la municipalité a souhaité s'inscrire dans ce grand débat pour que la voix des Alberti-Villariens et d'Aubervilliers soit entendue. Qui d'autre? Merci, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Madame a très bien parlé des retraités malades. Moi, je voudrais parler des retraités pas encore tout à fait décatis, qui sont encore chez eux et qui n'y arrivent plus, Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Moi je connais des retraités qui sont obligés de faire des ménages parce qu'ils ont eu la malchance d'être en retraite en 2018 avec des impôts de revenus de 2017 déclarés, donc ils n'ont droit à rien pendant 1 an. Et donc, quand on paye 500 € de loyer, comment on fait quand on touche même pas 600 € par mois? Et donc, on est obligé de faire des ménages, quel que soit l'état de santé, quelle que soit la fatigue. Je veux dire, il y a des choses qui sont vraiment inadmissibles. Vraiment inadmissibles. Et il y en a marre. Voilà, il y en a marre. 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 Bravo, voilà. Merci, madame. Donc, le pouvoir d'achat, notamment le pouvoir d'achat des retraités.
Une main s'est levée au fond. Déjà, je voulais dire à la dame, apparemment, elle ne doit pas être au courant de ses droits parce que le minimum vieillesse, c'est 800 €. Donc, il faudrait que vous demandiez la différence. Si. Non, mais il faut que vous alliez la demander, en fait. Voilà. Et en question de maison de retraite, je suis d'accord, il manque de personnel. Mais pour l'avoir vécu, nous, avec notre papa, parce qu'il en est décédé, il y a aussi des gens qui ne font pas leur travail correctement. Je sais que je vais choquer les gens, mais voilà. Ils n'ont pas pu appeler, ils n'ont pas voulu appeler. Et maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est au niveau, on veut de l'argent, il faut aller le chercher. L'argent sur Aubervilliers, il y en a, notamment dans l'économie souterraine. Donc, il faut demander à Macron qu'il donne assez de personnel pour aller faire des contrôles fiscaux et aller vérifier les comptes des gens. Voilà. Je sais que je choque, mais il faut aller le chercher, l'argent. Et j'en parle en connaissance de cause. Justice fiscale, on note. Merci, madame. Bonsoir. Je suis Joël. Alors moi, je suis retraitée aussi. J'ai écrit parce que je suis retraitée et je voudrais parler de nos retraites. D'abord, je demande la suppression de la hausse de la CSG qu'on nous a imposée sur nos retraites et qui porte atteinte à notre pouvoir d'achat. La revalorisation des petites pensions qui sont souvent sous le seuil de pauvreté, surtout celles des femmes qui ont moins travaillé pour élever les enfants. L'indexation de nos pensions sur le coût de la vie afin que nous n'ayons pas de baisse de pouvoir d'achat au fil des années. Parce que ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on n'a pas de 6 ans. Voilà. Donc on a baissé quand même notre pouvoir d'achat. Et pour ceux qui travaillent, je demande le retour de la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie étant en recul, autant que nous soyons en bonne santé pour continuer à participer à la vie associative de nos communes, car notre vie ne s'arrête pas à la fin du travail salarié. En ce moment, la réforme de la retraite par points est en cours. Je suis contre, car très individuelle, où n'est pas pris en compte la pénibilité. Que nous restions à une retraite par répartition qui est plus juste, plus universelle. Alors, je m'excuse pour ceux qui en avaient parlé, mais j'ajoute que je suis pour le rétablissement de l'ISF, pour une juste fiscalité. Pour nos services publics comme la CAF, la CPAM ou à Aubervilliers, il n'y a plus aucun bureau. Merci. Merci, madame. Une petite précision, je vois que certains d'entre vous ont préparé des textes. Donc, si vous souhaitez nous les remettre, nous les annexerons. Ça y est, à vous alors. Bonjour, Aurélie Lemeur, donc je suis habitante d'Aubervilliers, mais je suis également secrétaire de section du Parti communiste français. Et le mouvement qui dit des Gilets jaunes, pour ceux qui l'ont enfilé ou non, parce que certains ne l'ont pas enfilé, c'est devenu tout un symbole. Et c'est ce qui nous a bien évidemment amené ce soir avec l'organisation du grand débat dont a été contraint Emmanuel Macron. C'est un symbole surtout qui a été porté par les sans-emploi, les travailleurs, également les retraités, ceux qui d'ordinaire sont invisibles, isolés dans la précarité que beaucoup d'entre nous connaissent, et assommés depuis de nombreuses années par les reculs sociaux, puisqu'il y en a eu, et notamment depuis 2 ans avec Emmanuel Macron, avec la baisse des APL, qui a été un symbole fort, l'augmentation de la CGT de la CSG, pardon. Ça, c'est peut-être une volonté. L'augmentation de la CSG, comme de nombreuses personnes l'ont indiqué, et ceux qui finissent bien évidemment les fins de mois à découvert et à qui on refuse l'augmentation du SMIC et des salaires, et ils subissent de plein fouet la vie chère. Donc moi, mon intervention aujourd'hui, elle va être notamment sur la vie chère. D'ailleurs, c'est pas un hasard que la contestation populaire a été portée par ceux qui contestaient la hausse des prix des carburants. Et cette hausse des prix des carburants, elle pénalisait en priorité les travailleurs qui étaient isolés, qui n'avaient pas de transport public et qui étaient obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, parfois très loin, parce que c'est compliqué de trouver un emploi près de chez soi. Donc, la vie chère, c'est la préoccupation principale des Gilets jaunes, mais pas que, puisque 70% de la population soutient ce mouvement des Gilets jaunes. Surtout quand on sait qu'en 2018, les actionnaires du CAC 40 ont touché le jackpot avec 57,4 milliards d'euros de dividendes, sans le reverser bien évidemment aux salariés, mais plutôt aux actionnaires qui s'en foutent plein les poches, que Carrefour a touché 744 milliards d'euros de CICE
qui est de l'argent public quand même, et qui a osé supprimer 2400 emplois de cette année, et la cerise sur le gâteau, son PDG, qui gagne tout de même la bagatelle de 26 700 € par jour, que je vous laisse multiplier sur le mois. Donc c'est un véritable gaspillage de l'argent public. Et Carlos Ghosn, qui fait bien évidemment la une de l'actualité en ce moment, parce que le pauvre, il fait un peu de fraude fiscale, il gagne 21 000 € par jour. Donc l'évasion fiscale, c'est quand même 80 milliards d'euros par an d'argent que l'on pourrait récupérer dans les caisses de l'État pour permettre d'avoir un petit peu, nous, de répartition de justice sociale et fiscale. Et pendant ce temps-là, le 1er février, en pleine contestation populaire, le président Emmanuel Macron a appliqué la loi alimentation, qui était une bonne loi, puisqu'elle permettait notamment de la solidarité avec les petits paysans qui nous font manger, mais d'augmenter 500 produits alimentaires de première nécessité sur 1300 de près de 6%, ce qui a encore augmenté votre caddie du mois de 6%. Mais sans toucher, bien évidemment, à Carrefour, à Auchan, aux grands distributeurs. La Commission de régulation de l'énergie a quant à elle demandé au gouvernement de programmer une hausse de 6% de l'électricité, ce qui va faire plus 85 € en 2019 si vous chauffez à l'électricité sur votre facture, et plus 25 € à l'année si vous chauffez avec une autre énergie. Et en fait, nos municipalités, aujourd'hui, par exemple, elles sont, malgré la contractualisation, contraintes d'amputer dans son budget pour permettre aux familles d'avoir un pouvoir d'achat un peu meilleur. Par exemple, la mairie d'Aubervilliers, quand même, elle a décidé d'un nouveau système de calcul de quotient familial qui allait être mis en place à la rentrée 2019, ce qui va permettre une économie de 450 € pour les familles les plus modestes et la possibilité pour tous les enfants de manger à la cantine un repas chaud, équilibré et de faire des loisirs sportifs. Donc, l'indécence de l'argent, elle crève les yeux quand même. On le sait, de l'argent, il y en a. Mais pour ça, comme le fait la municipalité pour, par exemple, cette disposition, il faut avoir des choix politiques concrets. Et il y a des solutions. Donc je vais faire, moi, quelques propositions, notamment celle du partage des richesses. La meilleure, la première, en tout cas, ce qui est la plus juste, c'est d'augmenter les salaires et les pensions de retraite de 200 € et non pas faire comme l'a fait Emmanuel Macron avec du baratin, avec la prime d'activité qui a permis à quelques-uns d'obtenir 1 000 € cette année, ce qui est une bonne chose, mais pas à tous, pour permettre à ce que le travail paye enfin. Par exemple, en Espagne ou au Portugal, en Espagne, même si les salaires sont bas, le salaire minimum a été augmenté de 22%, ce qui a permis de rebooster l'économie. Je vais demander également la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, puisque si on gagne 10 000 €, c'est quand même l'impôt le plus injuste, puisque si on gagne 10 000 € par mois ou si on gagne le SMIC, on paye 19,6% sur les produits. Je vais demander également la suppression de la hausse des produits alimentaires dans la loi alimentation et également une loi pour interdire l'évasion fiscale. Et ma dernière proposition, elle est en lien avec la vie chère puisqu'elle concerne le logement. Car on le sait, c'est une préoccupation de beaucoup de personnes, notamment à Aubervilliers ou même en région parisienne. Et c'est un élément essentiel pour une vie digne. Donc je propose qu'on plafonne les loyers privés qui ne cessent d'augmenter et qui parfois représentent plus de la moitié du revenu pour les familles et qui parfois également font le bonheur des propriétaires peu scrupuleux. Et pour la seconde année consécutive, les chiffres des productions de logements sociaux sont en baisse et on dénombre pas moins de 720 000 demandeurs de logements sociaux. Et donc je pense qu'il faut inverser très vite la tendance puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi SRU qui contraint les villes à construire du logement social, mais certaines villes ne le respectent pas. Et là, il faut imposer à ce que ces villes construisent du logement social et renforcer la loi SRU. Et juste pour finir, parce que j'étais un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire, je voudrais rendre un hommage quand même au peuple algérien qui s'est mobilisé, qui a gagné une première victoire pour la démocratie, pour sa liberté, pour la justice sociale. Et je pense qu'on lui doit le respect aujourd'hui, même si elle n'a pas tout gagné. La lutte, elle continue et on va les soutenir. Voilà. Merci, madame.
Bonsoir. Non, je Bonsoir, vais madame. être très synthétique. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. On parlait de la vie chère, des prix à la consommation. Et notamment à Aubervilliers, depuis que j'habite ici, j'ai constaté que les prix des magasins étaient en moyenne entre 10 et 50 centimes plus chers que où j'habitais avant à Pantin. C'est les mêmes prix qu'à Paris, voire plus élevés. Donc ça m'interpelle vraiment beaucoup. Et la deuxième chose, c'est aussi le prix de l'eau qu'on a dans nos robinets, qui est plus cher aussi qu'ailleurs. Donc là, je trouve que quand on parle de la consommation, il faut aussi voir le quotidien, c'est l'utilisation de l'eau, etc. Donc voilà, je voudrais qu'on revienne sur ces deux notions qui sont des choses qu'on utilise quotidiennement, l'eau et la nourriture. C'est noté, madame, merci. Bonsoir, je m'appelle Bernard, j'ai toujours habité à Aubervilliers. Je viens ici, j'ai un peu de doute sur la prise en compte des revendications qu'on va avancer par le gouvernement, mais je viens quand même le dire puisque je profite de cette occasion-là. Ce qui me fait douter, c'est quand j'entends Madame Borne, qui était directrice de la stratégie à la SNCF, qui a fait fermer plein de lignes, qui a fait du tout TGV, et puis qui à la radio, la semaine dernière, dit « ça suffit cette politique de tout TGV de fermeture de lignes », donc elle se contredit elle-même. Donc je n'ai pas confiance en cette dame ni en les autres ministres, mais ça ne fait rien, on y va quand même. Oui, à Aubervilliers, donc sur les problèmes de transport, puisque j'ai commencé avec la ministre des Transports, vous savez que la ligne 12 du métro met beaucoup de temps à venir, et la RATP nous a installé une navette entre Front Populaire et la mairie d'Aubervilliers. Les intervalles de bus, il faut attendre entre 8 et une demi-heure des fois pour attendre le 512. Donc nous, ce qu'on demande, ça me semble naturel, c'est que cette navette provisoire en attente de l'arrivée du métro mairie soit au rythme et à la fréquence des métros. C'est-à-dire que dès que les gens sortent du métro, ils n'attendent pas le bus une demi-heure à Front Populaire et donc le bus part immédiatement. Ça, c'est une première chose. Dans le même ordre d'idée, je pense que l'ensemble des lignes qui desservent Aubervilliers, donc je ne vais pas lister, tout le monde les connaît, il faudrait au moins multiplier par 2 leur fréquence parce que ils sont toujours très surchargés, la ville est embouteillée, donc les gens attendent beaucoup trop longtemps ce transport de bus. Ça sera certainement soulagé quand la ligne 12 arrivera à la mairie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il faut absolument aussi que ces bus qui sont très polluants soient le plus rapidement possible transformés en bus électriques et non plus en bus polluants comme ils sont actuellement, qui polluent considérablement la ville d'Aubervilliers, comme les autres villes de l'agglomération parisienne d'ailleurs. Toujours sur la ligne 12, donc je vous rappelle, qui était prévue en fin 2017, qui est reportée pour l'instant à fin 2021. J'espère que ça sera le cas d'ici 3 ans maintenant. La station intermédiaire Aimé Césaire, normalement, sera terminée en début 2020, dans un an, même pas. La RATP refuse son ouverture sous des prétextes techniques et un surcoût financier que cela générerait. Je pense qu'il faut se battre et je crois que la maire d'Aubervilliers est d'accord sur cette bataille. Le surcoût d'Aubervilliers, je crois qu'il n'est pas le surcoût financier n'est pas recevable. Quand on sait que l'État va dépenser 1,2 milliard pour créer de toutes pièces une nouvelle ligne de train entre Roissy et Paris-Gare de l'Est pour 17 000 personnes par jour, donc 1,2 milliard, alors qu'il n'y a aucun investissement qui est fait pour améliorer le RERB qui tombe souvent en panne, qui est toujours en retard. Donc là-dessus aussi, il y a une inégalité très nette entre certains secteurs de l'Île-de-France et notre banlieue de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en sachant que les travaux de ce Charles de Gaulle Express vont perturber le RERB pour les passagers, pour les gens qui l'utilisent tous les jours, puisque je crois que tous les week-ends, il sera fermé et remplacé par des autocars. Pour ce qui est de la ligne 15, donc la ligne 15, c'est la ligne du nouveau réseau du Grand Paris Express. On nous l'avait promis pour 2025, on nous l'a repoussé à 2030. Là, on attend une nouvelle déclaration gouvernementale au mois de juin. On parle de 2040 ou d'une annulation complète, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que les habitants des immeubles que la SGP veut démolir, place de la mairie, il y a 3 immeubles, eux, on n'a pas attendu pour les solliciter, les faire partir, donc on les fait partir en leur rachetant leur logement à un prix très bas. Donc là-dessus, c'est inadmissible de procéder de cette façon-là. Je trouve que c'est très méprisant de la part de l'État, puisque la Société du Grand Paris, c'est l'État. Donc je pense qu'il faut protester là-dessus.
Et puis s'assurer que la Société du Grand Paris ne démarre pas les travaux maintenant, alors qu'on ne sait pas du tout si le financement va permettre de terminer les travaux rapidement. On a eu 9 ans de travaux pour la ligne 12, il ne faudrait pas qu'on ait encore 10 ou 12 ans de travaux pour la ligne 15, qui ferait 20 ou 25 ans de travaux sur la place de la Mairie, ce qui semble inimaginable, à mon avis. Cela dit, les transports en commun, c'est quelque chose d'essentiel pour lutter contre la pollution dans les villes. Il faut absolument se battre pour ça. Je reprends l'exemple des voitures. Vous savez que les voitures anciennes, à partir du 1er juillet prochain, les voitures très anciennes ne pourront plus rouler. Ces voitures anciennes sont en général détenues par des gens qui ont des revenus modestes, qui n'ont pas les moyens d'en acheter des nouvelles. Et donc actuellement, l'aide financière est extrêmement minime. Et donc pour cette population, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc il faut que l'aide financière soit réévaluée. Je termine en revenant à ce que je disais au début, que je n'ai pas du tout confiance dans ce débat qu'a institué M. Macron pour détourner la colère des Gilets jaunes. Le ministre de l'Éducation nationale fait pareil, puisqu'il y a une manifestation des lycéens mondiale pour le climat vendredi. Et évidemment, dès aujourd'hui, M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, propose un débat aux lycéens, comme par hasard, ce jour-là. Donc je n'ai vraiment aucune confiance en eux. Macron, je vous le rappelle, quand il était ministre du gouvernement de Hollande, c'est lui qui avait mis en place l'écart Macron. Donc ce n'est pas un signe de combat contre la pollution. Pour terminer, une citation que j'aime bien de l'ex-président du Venezuela, Chavez, qui disait que si le climat avait été une banque, les pays riches se l'auraient déjà sauvé. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je suis enseignant à Aubervilliers et j'aimerais parler de l'éducation nationale et de la politique donc engagée par ce gouvernement et à sa tête, M. Blanquer. Je vais commencer par une citation de M. Blanquer qui a, lors de sa présentation du projet de loi qui s'appelle « École de la confiance », voici ce qu'il disait. « À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse, l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Les lois successives relatives à l'instruction obligatoire s'inscrivent dans la geste républicaine pour la liberté, l'égalité et la fraternité. L'égalité entre tous les enfants de France sans distinction aucune. Alors, ça c'est le ministre, c'est un discours. Il parle de justice sociale avec possibilité d'ascenseur social grâce à la réussite scolaire. Il parle d'égalité entre tous les élèves, quel que soit l'endroit où se situent les élèves, que ce soit à Paris, dans le 93, dans le Lot, dans le Sud, bref. Mais qu'en est-il de la vraie vie? Moi, en tant qu'enseignant, je le sais, peut-être qu'il y a d'autres enseignants ici qui savent ce que je vais dire. Alors, parce que l'éducation, ça concerne tout le monde. Enfin, ça concerne d'abord nos enfants, vos enfants, vous en avez certainement, ou vos petits-enfants. Et en réalité, qu'est-ce qu'on vit au quotidien? Alors, je vais prendre le cas d'Aubervilliers, puisque je travaille là. Savez-vous que à Aubervilliers, par enfant et par an, on a comme budget de 21 € pour acheter les manuels scolaires pour l'année, par élève. Je parle, ah oui, alors je précise, école primaire. 21 €. Avec 21 €, moi j'étais obligé de faire un choix, parce que les livres, les manuels scolaires à 21 €, alors que on enseigne évidemment le français, les mathématiques, questionner le monde, enfin l'histoire géo, les arts, etc., le sport. Les savoirs fondamentaux, donc, on va se restreindre à lire, savoir compter, etc. Lire, compter.
Donc j'ai choisi, avec 21 €, je me pose la question, est-ce que j'achète des manuels de français ou de mathématiques? On en est là. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais chaque enseignant d'Aubervilliers est obligé d'arbitrer par rapport à un budget rikiki. En primaire. Je parle de l'école primaire, là, je précise. Non, mais je parle de l'école primaire. Alors, donc, M. Blanquer parle de l'égalité entre tous les élèves. Alors, moi, je veux bien, mais les faits disent autre chose. Je prends le cas, on traverse le périph', juste de l'autre côté, donc on arrive à Paris. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Quel est le budget pour chaque élève de l'école primaire? Il est presque le double. Il est de 39 €. Alors, qu'on ne vienne pas me parler d'égalité des chances. Donc, c'est du discours pur et simple, comme sur ce sujet, mais comme sur d'autres sujets qui sont annoncés qui sont dites par ce gouvernement. Autre chose que nous, on n'a pas, certes, on a des interventions, effectivement, des intervenants, pardon, en matière de sport, mais encore faut-il, enfin, tout le monde ne l'a pas, ça se fait sur un choix, il y a un dossier à monter, un projet pédagogique, etc., pour avoir un intervenant en sport, en EPS. Par ailleurs, contrairement à Aubervilliers, Paris, ils ont systématiquement des professeurs en arts plastiques, en musique et en EPS. Et de temps en temps, mais ce n'est pas systématique, des intervenants en langue étrangère. Bien. Donc, j'aime pas bien faire des comparaisons, mais oui, je vais accélérer. Mais quand même, nous, ce qu'on demande, les enseignants d'Aubervilliers, c'est de disposer les mêmes moyens que ceux de Paris, ou d'ailleurs. Je cite Paris, mais j'aurais pu très bien citer un autre département de France. Il n'y a pas d'équité en matière de moyens. Et ça, c'est nos élèves qui payent les pots cassés. Donc il faut le savoir, ce sont vos enfants. Nous, on bricole. Les professeurs des écoles, nous bricolons. Je cite autre chose. On a souvent des locaux vétustes. Je sais que c'est pas facile. Il y a un budget là aussi. Mais on se bat. On travaille dans les mauvaises conditions. Les salles sont pas bien chauffées. Donc les enfants ont froid. Les enseignants, évidemment. Donc, il y a des fuites d'eau. Bon, voilà, on travaille dans ces conditions-là. Alors qu'à Paris, eux, ils ont un budget participatif pour équiper les écoles, les TNI, les iPads à gogo. Donc vraiment, c'est pas de la justice sociale, ça. J'appelle ça de l'injustice sociale. Pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Alors, au-delà de ça, je voudrais aussi parler, ça c'est des conditions de travail de tous les enseignants. Et le deuxième petit point que j'aimerais aborder, c'est évidemment la reconnaissance de notre métier. Alors, mais ça c'est pas nouveau. En France, les salaires des professeurs des écoles sont à comparer par rapport à l'Union européenne ou aux pays industrialisés. Voici ce que... En 2014, selon l'OCDE, les professeurs des écoles en France sont sous-payés. Ils sont 17% payés de moins que le salaire moyen des autres pays européens. Et pour le secondaire, c'est 30% de moins. Alors, quelques chiffres, et j'en finirai là. La Commission européenne a dit que les professeurs des écoles débutants, donc chiffre de 2016, gagnaient par an 25 000 €, j'arrondis. Si on compare à notre voisin
allemands, eux, c'est 45 000 euros. En Espagne, 28 000 euros. Et Luxembourg, alors là, c'est le top des tops, 72 000 euros. Donc, moi, j'ai juste 2 messages, 72 000 euros. Vous avez bien entendu, Luxembourg. Alors, donc, on veut les mêmes moyens pour pouvoir travailler correctement, pour former des citoyens de demain, pour qu'ils puissent apprendre à lire, à compter, à réfléchir correctement. Donc si on ne l'a pas, eh bien, je suis désolé, ça veut dire que ici à Aubervilliers, eh bien, on est à la traîne. Hein. Et le deuxième, évidemment, c'est revalorisation de nos salaires qui sont bloqués. Ça fait 10 ans que la valeur des points a été bloquée. Voilà, je vous remercie. Merci monsieur. Donc, effectivement, sujet très important, l'éducation, mais vous avez aussi abordé le problème des discriminations territoriales, qui est un vrai sujet. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle monsieur Lelièvre Morgan, je suis un habitant d'Aubervilliers. Moi, j'aurais 3 questions à vous poser. La première est sur le logement. On a sur Aubervilliers un plan en rue. Je vais parler du quartier de la Villette à titre d'exemple. Il y a un plan en rue qui est en application pour la rénovation de l'urbanisme du quartier. Sauf que quand on regarde sur l'affiche, c'est très joli à voir, mais quand on va un peu plus en profondeur des choses et qu'on regarde par exemple au niveau des logements sociaux, c'est pas du tout correct. Donc est-ce que c'est vendre une belle image de la ville d'Aubervilliers que de refaire que la façade extérieure et de voir, quand on approfondit les choses et qu'on va plus loin dans les quartiers, c'est d'aller voir l'état de nos logements sociaux? Est-ce que c'est une bonne image pour la ville d'Aubervilliers? Moi, personnellement, je ne pense pas. Ma deuxième question est sur la santé. Je travaille actuellement dans un cabinet d'assurance. Et ce que je constate dans ma carrière, dans la vie de tous les jours, c'est que je rencontre des personnes âgées qui se retrouvent à payer des mutuelles à plus de 238 € par mois, ce que je trouve ça absolument scandaleux. Parce que c'est indigne de permettre à des personnes âgées de payer un tel coût pour une protection de misère, parce que c'est du 100%, on n'est même pas protégé de façon convenable. Donc moi, j'ai une proposition à faire, c'est que l'État, pour une fois, régule les tarifs des mutuelles. Parce que c'est injuste pour les personnes âgées qui non seulement ont un pouvoir d'achat tout le temps en baisse, mais certaines d'entre elles n'ont même pas accès à la santé parce qu'ils n'ont même pas les moyens de se payer une couverture convenable. Et troisième question, c'est sur le sujet de la jeunesse. À chaque grande campagne politique, parce qu'on arrive bientôt à la mi-mandat, je parle du sujet de la jeunesse parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, on nous fait une promotion de plusieurs mesures, mais en fait, le compte, il n'y est pas. Au niveau des subventions, l'État n'est pas engagé à Aubervilliers dans la politique de jeunesse. On a besoin de plus de moyens. On a besoin d'une politique de jeunesse beaucoup plus efficace. Moi, la question que je voudrais poser au président de la République, c'est allez-vous pour une fois mettre des vrais moyens et arrêter de faire de la promotion pour la jeunesse sur un thème de campagne. Merci. Qui d'autre? Monsieur. Oui, bonsoir, Wilfried, habitant d'Aubervilliers, de Plaine Commune. Donc j'interviendrai également sur la question de l'école, qui est quand même, il faut le rappeler, au président de la République, le bien commun, hein, puisque ça concerne tous nos enfants. Première chose, souvent, Monsieur Blanquer, mais les ministres l'ont dit auparavant, il y a une soi-disant priorité au premier degré. Or, c'est totalement faux. Par exemple, sur Aubervilliers, mais ça doit concerner d'autres villes et d'autres territoires en France, il y a une suppression des heures d'accompagnement éducatif, ce qui permet aux enseignants et bien sûr aux élèves de construire des petits projets. Et ça a été supprimé en milieu d'année. Donc ça, c'est un exemple de petits projets qui sont abandonnés par l'État en milieu d'année sans en informer évidemment la communauté éducative. Alors, il y a aussi un grand sujet, ce sont les politiques publiques. Tous les ministres, depuis quelques années, sortent à chaque fois des réformes. Mais en fait, ces réformes, évidemment, saucissonnent un petit peu l'éducation de nos enfants. On a connu les différentes réformes sur le bac, le collège. Là, par exemple, est en cours la réforme sur le bac. Or, la réforme du bac affecte les générations qui sont nées en 2003.
Or, ces enfants, nos enfants qui sont nés en 2003, ont connu successivement la réforme du collège, une réforme expérimentale, puis ensuite, aujourd'hui, la réforme du bac qui creuse les inégalités scolaires. Donc la première idée, c'était d'arrêter un peu des politiques publiques concernant l'éducation nationale qui creusent les inégalités et avoir une perspective sur 10 ans, faire une véritable politique publique avec évidemment tous les experts autour de la table, évidemment les corps intermédiaires, fédérations de parents d'élèves et syndicats enseignants. Et bien évidemment, en ce moment, comme l'actualité, c'est la réforme du lycée, il faudrait suspendre cette réforme du lycée puisqu'elle a été encore une fois décidée par le ministre de l'Éducation nationale, évidemment par le gouvernement, sans évidemment avec l'opposition de tous les corps intermédiaires. Parce que ce ministre, justement, met de côté tous les corps intermédiaires. Il y a la question, évidemment, suspension de la réforme du bac, mais il y a aussi suspension de la réforme du lycée professionnel qui est en cours, dont, évidemment, on n'en parle pas beaucoup, mais qui était un vrai sujet d'actualité. Il y a aussi la question de l'éducation prioritaire. Donc nous sommes touchés particulièrement sur Aubervilliers, mais à Saint-Denis également et dans d'autres territoires, que ce soit urbains ou ruraux. Il y a la question, il y a la labellisation REP+, ou REP, mais en fait, quid dans les faits? Souvent à Aubervilliers, j'entends dire que les dotations, que ça soit en vie scolaire, c'est-à-dire avoir des surveillants, où des CPE ne sont pas assez nombreux dans les collèges et les lycées pourtant reconnus en éducation prioritaire. Les dotations aussi en remplaçant, les dotations en enseignants sont insuffisantes, mais aussi les dotations, par exemple, en fonds sociaux qui permettent de relever un petit peu le pouvoir d'achat des familles dans les collèges et les lycées dits en éducation prioritaire. Donc tout à l'heure on parlait de la reconnaissance du statut, la revalorisation du statut des enseignants, mais c'est important aussi de reconnaître le statut des parents élus, parents d'élèves élus bénévoles, qui se battent quand même pour l'amélioration de l'école publique chaque année, et ils n'ont pas réellement de statut. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir madame. Merci, bonsoir. Catherine Choquet, j'habite à Aubervilliers et je suis de la Ligue des droits de l'homme. Mais je voudrais, avant d'intervenir en tant que Ligue des droits de l'homme, je voudrais rajouter quelque chose aux différentes interventions qui sont faites là, puisque moi je travaille à l'Université de Paris 8. On accueille, le campus Condorcet va bientôt ouvrir à Aubervilliers. Et je voudrais rajouter à la liste des réformes explosives Parcoursup, qui fait de la discrimination territoriale, ce qui fait d'ailleurs que le défenseur des droits s'en est emparé. Et maintenant, l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants non communautaires, qui met dans une situation complètement catastrophique les étudiants maghrébins, africains ou asiatiques d'ailleurs aussi, comme si ils étaient tous fils de Bongo ou d'autres dictateurs riches africains, ce qui n'est absolument pas le cas. Moi, actuellement, j'ai un jeune haïtien qui travaille avec moi. Il n'a aucune bourse. Il vit parce qu'on l'a pris comme service civique. Et il voudrait faire un doctorat. Il me dit, mais si je dois payer 3 000 € de droits d'inscription, je ne peux pas. Je rentre chez moi. Bon, sur les doctorats, ils ont reculé parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait appauvrir la recherche française. Du coup, ils ont reculé sur le coût de l'inscription au doctorat, mais pas pour le reste. Donc là, j'en viens à l'intervention que je voulais faire au titre de la Ligue des droits de l'homme. On a écrit, en tant que section locale de la Ligue des droits de l'homme, à Madame la maire, donc je vais vous remettre le texte, à monsieur et au maire de la Courneuve et de Saint-Denis, puisqu'il y avait également des débats publics qui étaient organisés. Et donc là, dans ces courriers, on évoque plusieurs thèmes qui ont été aussi abordés ici, que ce soit l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à des territoires démocratiques et à l'accueil des étrangers qui devient de pire en pire, les questions de la justice sociale, du droit du travail et du recul du dialogue social. Donc ça, c'est les différents thèmes qu'on voulait aborder et qu'on aborde dans ce courrier qui est d'ailleurs aussi sur le site de notre section, vous pouvez le lire tranquillement. Mais d'autre part, la remarque qu'on se faisait avec nos amis de la Ligue, c'est que là, on nous offre du grand débat. On est là pour débattre de ce qu'on veut, de la gouvernance, de la démocratie, mais en même temps, on assiste depuis plusieurs mois à un développement complètement fou des systèmes de répression, l'interdiction de manifester, l'interdiction de s'exprimer,
le tabassage, les LBD, des gens qui sont blessés partout dès qu'il y a une manif, des gens qui se font tabasser pour rien juste parce qu'ils passaient là. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de casseurs, parce que c'est vrai qu'il y en a, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des coups qui ne sont pas des casseurs, et il y a en fait un recul des droits qui est vraiment complètement tragique, et on est en train de faire un tapis rouge à la montée des extrêmes droites, entre autres, et on voit, c'est vrai qu'il y a certaines lois qui passent qui sont extrêmement inquiétantes. Et si c'est Madame Le Pen ou sa nièce qui arrive un jour au pouvoir, je vous promets qu'on va passer des sales quarts d'heure. Donc c'est aussi cette question-là qu'on voulait aborder, la question de l'accès à la démocratie, des droits à la démocratie pour tous, et du recul des libertés qu'on constate depuis des mois. Enfin, voilà. Donc sinon, on voulait reparler aussi du droit de vote des résidents étrangers, puisque nous sommes dans une ville où il y a eu un référendum, comme il y en a eu dans d'autres villes à côté. Mais de nouveau, bon, c'est un côté désespérant, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on nous le promet et qu'on ne le fait pas, peut-être qu'on finira par y arriver un jour. Voilà, merci. Merci, madame. À vous, madame. À moi, donc. Alors, en fait, oui, donc moi j'ai pensé que si le problème de ce grand débat, c'est que si on demande des choses trop concrètes, on va tout de suite nous dire oui, mais c'est pas le problème de l'État, c'est le problème de l'Europe, c'est le problème de l'OMC, c'est le problème de l'OTAN, c'est le problème de la mairie, etc. Donc j'ai pensé, j'ai réfléchi, alors j'ai une proposition qui est assez haut perché peut-être, mais enfin en tout cas j'ai réfléchi au problème de l'éducation, et donc ce problème de l'éducation, ben, donc du coup c'est aussi l'éducation, ça va avec ensuite l'emploi, la sélection, la formation des élites qui sont déconnectées de ceux qui n'ont pas eu la chance ou les moyens d'avoir une bonne éducation. Et alors, voilà ce que je proposerais, ça serait que tout jeune devrait avoir deux formations. Une formation, il devrait faire deux formations en même temps. Donc, une formation courte qui déboucherait sur un métier manuel qui serait utile à tout le monde, et une formation longue qui serait une formation qui lui plairait, si par exemple il veut devenir médecin, ou s'il veut devenir avocat, ou s'il veut devenir autre chose, voilà. Donc, Anne-Marie. Bonjour. Et donc du coup, parce qu'en fait, il faudrait donc que les salaires, qu'il y ait beaucoup moins d'écart entre les salaires, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait là en ce moment, je sais pas, il y a des écarts vertigineux. Donc, par exemple, il y a de 1 à 5 ou de 1 à 10 éventuellement, je ne sais pas très bien. Et du coup, si la personne faisait un métier manuel ou un métier plus valorisant, je ne sais pas, en fait d'ailleurs manuel c'est pas du tout dévalorisant, hein. C'est intéressant de faire un métier manuel aussi et d'être utile à tout le monde, gagnerait à peu près la même somme. Et du coup, ça lui permettrait aussi, si par exemple il y a du chômage, de trouver quand même un travail qui serait plus ou moins garanti, puisque ça serait un peu un travail de base qui pourrait être garanti par un pacte social. Je trouve qu'il faudrait aussi qu'il y ait une suffisance alimentaire, et que cette suffisance alimentaire, elle soit... vous savez, c'est comme ça au Japon, par exemple, ils ont une suffisance alimentaire, c'est-à-dire que ils produisent suffisamment de riz pour que les gens puissent, en cas de guerre ou je sais pas quoi, qu'ils puissent au moins manger. Et bien là, il faudrait qu'il y ait une suffisance alimentaire, et du coup que les agriculteurs ne soient plus obligés de faire la course aux subventions européennes et à racheter des terrains et exploiter ces terrains au maximum et polluer, etc., etc. Voilà. Et puis j'ai une autre proposition, alors là très concrète, du coup, pour rebondir sur l'histoire des transports. Je trouve que dans la ville, quand on prend le bus, c'est l'horreur. D'abord parce qu'il n'y en a pas assez. Et deuxièmement parce qu'en fait, les endroits où on met les poussettes et les caddies,
c'est juste devant, au début du bus, c'est pas à la fin du bus. Donc il faudrait mettre ces endroits à la fin du bus. Bah, mais non, pas du tout. Parce qu'on ne peut plus passer, madame. Oh. Laissez parler, madame, laissez parler. Mais je ne dis rien de Laissez méchant terminer, madame. Des gens qui ont des poussettes. Au contraire, ça serait beaucoup plus pratique pour tout le monde et pour les personnes qui ont des poussettes aussi, parce qu'elles se mettraient à la fin... Mais laissez-moi parler, enfin. Terminez, madame, je vous en prie. Alors, donc du coup, les mamans ou les papas se mettraient à la queue du bus. Ils auraient un espace aménagé pour mettre leurs poussettes. Et les autres pourraient rentrer par devant et on ne buterait pas dans les enfants, on les renverserait pas, on pesterait pas contre eux, et voilà. Bon, merci. Madame, là-bas, il y a monsieur ensuite ici. Bonsoir à toutes et tous. Moi, j'habite à 4 chemins. Je suis jeune chercheuse et je suis précaire. Je me sens particulièrement touchée par la longue liste de revendications qui a été évoquée depuis le début de la soirée, par le logement. Enfin, moi, je vis dans un studio avec mon conjoint, on est deux, on paye 800 € par mois juste pour le loyer. Je vous raconte même pas les dépenses contraintes d'énergie ou autres. Par les transports, on est malheureusement en dehors des cadres. On est étudiant, mais on a plus de 28 ans, donc il faut payer le pass Navigo 75 € par mois. C'est juste inenvisageable, en fait. C'est pas possible, en fait. 150 € à deux pour juste se transporter, voilà. Le train, je vous parle même pas à quel point c'est juste impossible d'aller voir nos familles parce que le train est rendu inabordable. Oui, il y a des cars Macron, mais en fait, les horaires ne correspondent pas. Et puis, moi, j'aimerais prendre le train pour réduire mon empreinte écologique, en fait, et pas prendre le bus. Voilà. Ça, c'est pour le petite note personnelle. L'autre truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on peut faire la liste des griefs à l'infini. Parce que la liste des griefs, je pense que, en fait, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une seule politique publique qui aille bien à l'heure actuelle. Je veux dire, moi, je travaille particulièrement sur le logement. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est que l'arbitrage général de la politique publique du logement, qui est quand même 42 milliards de dépenses par an, mais il y a 63 milliards de recettes aussi, hein, faut pas l'oublier. Et l'arbitrage général, en fait, il consiste à subventionner le profit immobilier, essentiellement. Parce que oui, on aide les personnes, on solvabilise les ménages, c'est comme ça qu'on dit, les APL, toutes les aides, c'est pour solvabiliser les ménages. Mais en fait, ça va dans la poche de qui ? Je veux dire, oui, ça finance en partie le logement social, mais ça finance aussi énormément de propriétaires à qui, en fait, on dit, mais vous avez le droit de louer votre logement 200, 250, 300 € plus cher parce qu'on va solvabiliser le ménage. Donc, je veux dire, il y a un arbitrage général sur les politiques publiques. On a vraiment l'impression que tout va à l'envers de ce qu'il faudrait. Je veux dire, sur le logement, c'est évident. Sur les transports, c'est phénoménal. On a privatisé la SNCF à l'heure où on a besoin de rétablir des lignes, des grandes lignes pour juste pouvoir se déplacer et arrêter de se déplacer en avion. On fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire à l'heure où on a besoin d'une transition écologique, démocratique et sociale. Je veux dire, et la situation n'est pas nouvelle, c'est pas juste Macron. Macron, il a été élu il a été choisi par un establishment pour être le fossoyeur de l'État social français, parce qu'il y avait trop de résistance. Mais c'est pas nouveau, je veux dire, en fait, c'est depuis 82, 83, elle tourne la rigueur, où on n'a plus le choix. On est enfermé dans des logiques électorales où, en fait, c'est des néolibéraux qui s'échangent la balle entre eux. Il n'y a plus aucune alternative, comme disait Sylvia Thatcher. Elle a dit ça, et d'un coup, ça s'est réalisé. D'un coup, je veux dire, il y a des modifications à la marge dans les projets politiques, évidemment. Hein, on ne va pas prétendre que, je veux dire... Si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ça serait une catastrophe pour tout un tas de personnes, notamment racisées. Mais sur le fond, sur l'économie, sur le modèle social, c'est des gens qui s'échangent la balle et on n'a plus d'alternative à ça. Et comment dire, ça va très très loin. Moi, je vais avoir 30 ans cette année là. Étant donné ma précarité, j'en suis au stade où je me rends compte du fait de mon âge, que j'aimerais fonder une famille. Mais je commence à me dire que
c'est pas une bonne idée. On va trop dans le mauvais sens. J'ai pas envie de faire des enfants pour qu'ils se retrouvent pris dans des guerres climatiques, dans des guerres pour de l'eau. Je veux dire, vous vous rendez compte de où on en est? Et je pense qu'il y a plus grand-chose à attendre de cette puissance publique qui s'est laissée enferrer dans... Moi, j'ai fait Sciences Po, hein, la puissance publique, on me l'a donnée au biberon pendant 5 ans. Donc voilà. Je pense qu'on s'est trop enferré, je veux dire, dans des logiques électoralistes. La politique du logement, elle dysfonctionne. Pourquoi? Parce qu'on la confond avec des logiques de peuplement qui vont permettre de gagner les élections. Enfin, il y a un moment, il va falloir sortir de cette sclérose absolue qui est à tous les niveaux. Et je pense pas qu'il faille enfin, ce que montre bien le gouvernement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est que on peut formuler une liste infinie de revendications, mais ce qu'il faut surtout, c'est amorcer par le bas un processus constituant qui nous permette de reprendre la main sur la chose commune, la République. À une époque, ça voulait dire quelque chose, ce mot-là. Aujourd'hui, c'est utilisé comme une oppression pour empêcher les personnes, notamment les femmes racisées, de porter le voile ou des choses comme ça. Je veux dire, il faut revenir à des communs. Il faut qu'on lance, il va falloir faire les choses de manière radicale. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à réfléchir à comment on pourrait inventer des nouvelles institutions. Et notamment, je pense qu'il va falloir réfléchir à des assemblées qui seraient partiellement élues, partiellement tirées au sort, à différents niveaux. Au niveau national, peut-être. Au niveau communal, c'est certain. Et il va falloir qu'on se ressaisisse de tout ça. Et je pense qu'il faut arrêter de demander des choses à Macron parce qu'il ne nous les donnera jamais. Il n'a pas été élu pour ça, il a été élu pour l'inverse. Merci beaucoup. Il y avait une dame, il y a un monsieur là-bas qui demande la parole depuis un certain temps. Le monsieur là, oui. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec donc la jeune qui vient de dire certaines choses très intéressantes. Alors, je ne fais pas du tout confiance. Si je suis venue aujourd'hui et ce soir, c'est parce que je me sens citoyenne et que j'aime et je respecte ma ville. C'est pour ça que je suis là. Mais je n'attends rien. Je n'attends rien. Vraiment, je n'attends rien. Donc, les discriminations de nos territoires sont là, sont présentes depuis des décennies. Et on les subit chaque jour. On les subit chaque jour. Les discriminations, c'est la production des inégalités. C'est la production des inégalités. Et donc, ces inégalités, elles se trouvent où? Donc, c'est dans les écoles. Donc, l'enseignant l'a bien défini pour la santé, l'accès à la santé, l'accès à la justice, à toutes ces dénominations. Donc, moi, je suis arrivée à un certain stade où, si on ne fait plus du tout confiance, il faut absolument revenir au mot droit, c'est-à-dire la fonction déontologique du mot droit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrache et il faut qu'on essaye, à nous, de sortir de ce marasme, c'est-à-dire attendre toujours ce que va faire Macron et les autres, parce que tous sont passés, tous les gouvernants qui sont passés, c'est la même chose. Donc on n'arrête pas de demander, de réclamer, de dénoncer, et ça ne marche pas. Ça marche, mais avec des petites gouttes. C'est-à-dire on vous donne un petit truc ici, un petit truc là, et on vous enlève énormément de choses. Donc il faut absolument, je pense, il faut absolument être solidaire dans ça, il faut qu'on soit unis dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nos territoires se réveillent, mais se réveillent d'une manière vraiment très forte. Parce qu'il faut absolument arrêter cette discrimination qu'on subit tous les jours. Ça, c'est quelque chose de terrible. Voilà. Et je souhaiterais parler de l'accès à l'eau pour tous. L'accès à l'eau. Vous savez qu'il y a 7 personnes qui meurent chaque minute par rapport à la non, quand il n'y a pas d'eau. Et donc, c'est quelque chose de terrible.
il y a des choses qui se font et on nous dit, voilà, donc vous allez avoir ça, ça, mais à la fin, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc il faut absolument, moi je pense que l'unité sur certains sujets et certaines discriminations, il faut absolument qu'on essaye de retravailler les choses. Voilà, merci. Merci madame. Bien, alors, il y a encore... il y a beaucoup d'interventions, c'est extrêmement riche, et il y a beaucoup de mains qui se sont levées. À vous, monsieur. Alors, moi, je m'appelle André Naritsens, je suis habitant d'Aubervilliers depuis très longtemps. Je suis un militant engagé dans l'action politique dans cette ville. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Je voudrais simplement intervenir, non point pour apporter une grande contribution à ce débat, mais pour en souligner une grande insuffisance. Je suis très frappé par le fait que les questions de la fiscalité sont malmenées dans ce débat. Elles sont malmenées parce que la fiscalité est une chose complexe, elle résulte d'une histoire complexe. Il faut savoir par exemple qu'il y a eu 50 ans de débat au Parlement autour de la question de l'instauration de l'impôt sur le revenu, parce qu'il y avait à l'époque des forces qui s'opposaient à l'instauration d'un tel impôt. La fiscalité indirecte suffisait à nourrir l'État. Et je pense que, en disant cela, je ne fais qu'évoquer un aspect des questions qui sont posées, mais les questions fiscales demandent un débat en elle-même, un débat complexe, un débat approfondi. Parce que je suis toujours convaincu que la fiscalité dans laquelle nous séjournons est une fiscalité de classe, qu'elle a été construite au fil du temps pour le profit des plus riches, dans de multiples aspects de son fonctionnement. Donc, je pense qu'il faut sortir des petits bouts, qu'il faut sortir des approches étriquées, des petits morceaux qu'on discute avec les niches fiscales, des choses comme ça, mais qu'on se pose des questions qui sont les questions essentielles d'une fiscalité moderne. Je pense de ce point de vue, je vais m'en arrêter là, mais qu'il y a deux choses sur lesquelles on doit réfléchir. Il y a eu le recours à la CSG, à l'augmentation de la CSG, pour trouver de l'argent, mais la CSG est un impôt proportionnel, c'est-à-dire que c'est comme la TVA, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, c'est un même pourcentage qui s'applique aux revenus qu'on a. Mais il y a aussi une autre méthode pour regarder les choses en face, et c'est la méthode de la progressivité, c'est ce que permet l'impôt sur le revenu, qui doit être remis, selon moi, au centre d'une fiscalité moderne et qui soit conforme à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme qui disait que tout citoyen doit contribuer en fonction de ses possibilités. Je pense qu'il faut revenir à des choses comme cela. Et j'ajouterai aussi que du côté des salaires et de la hiérarchie des salaires, je pense qu'il faut aussi revenir à des choses qui sont des choses fondamentales. Je suis pour ma part fidèle à ce que disait le philosophe grec Platon, lorsqu'il disait, il y a quand même assez longtemps, qu'il ne devait pas y avoir dans une société une personne qui ait 4 fois plus de revenus qu'une autre. Je suis pour un relèvement important du SMIC et je suis pour une hiérarchie des salaires de 1 à 4. Merci, monsieur. Monsieur ? J'ai écouté avec beaucoup d'attention, surtout plusieurs questions. Bon, on est en face à une situation complexe, qu'elle soit de la France, l'Europe, l'orientation de l'Europe. Bon, l'Europe, il y a la question de la modernisation de l'Europe en termes de politique qui n'a pas été faite. Et normalement, il y a plusieurs questions. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Au niveau de synthèse, surtout la question surtout de discrimination territoriale. Ça rentre dans la question de justice fiscale. C'est la justice fiscale. Et normalement, le problème surtout, moi je constate en France pendant des années, quelle que soit la droite, la gauche, surtout, même la question, le mouvement Gilets jaunes, moi je vois les revendications. Mais la France est dans une situation très complexe. Et normalement, dans la mesure où il n'y a pas un changement de constitution, je ne comprends pas l'ensemble des questions au niveau fiscal, la question de la politique publique. On est en face, il faut un changement de constitution.
Je ne sais pas si c'est 6e République, mais normalement c'est une évidence, et surtout. Mélenchon, il a demandé, je crois que tout autant il n'y a pas un changement de constitution, on ne peut pas intégrer sur la question surtout de discrimination territoriale. Il faut intégrer ça dans une nouvelle constitution. Sinon, on va toujours, surtout, répéter les mêmes choses. Problème de discrimination, tout ça, c'est lié pour trouver l'équilibre budgétaire par rapport aux communes. Moi, j'ai regardé, surtout, Aubervilliers a été mal mêlé, mais c'est une discrimination, surtout territoriale, qui est liée par rapport à une politique fiscale. Mais il faut intégrer tout ça, surtout par rapport à une nouvelle constitution. Il faut intégrer pour trouver de l'égalité par rapport surtout des territoires. Et deuxième question, surtout, il y a un problème surtout par rapport à l'éducation. Il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvent dans la rue. Par rapport surtout l'inscription au niveau des plateformes. L'inscription au niveau de plateformes. Il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvent, ils ne trouvent pas des facultés. Avant, l'inscription se faisait directement au niveau des universités, mais pour l'instant, les étudiants n'arrivent pas à s'inscrire au niveau de cette plateforme. Et troisième question, le problème de la gauche aussi, quel que soit le Parti socialiste, le communiste, mais les Gilets jaunes, il faut un fonds commun. Tout autant il n'y a pas un fonds commun, surtout qui dégage un plan, surtout au niveau de la gauche. Moi, je vois très mal, surtout de la gauche qui se disperse un peu à gauche, à droite. Bon, je suis un homme de gauche, mais je n'ai pas surtout d'engagement ni dans le socialiste, ni dans le communiste. Mais moi, j'aimerais surtout la gauche se rassemble, un vrai manifeste de gauche qui pose l'ensemble des problématiques. Moi, j'écoute, et surtout dans la salle. Pour moi, le concret, ça part de là. Pour poser les questions de constitution, surtout un vrai manifeste, et surtout des gauches, pour faire face à surtout ces capitalistes, et surtout enragés, et y compris surtout de l'orientation de l'Europe qui a été mal faite aussi. Il faut comprendre, l'Europe, il y a un véritable gâchis en termes de directives, en termes surtout de l'harmonisation fiscale, politique et tout. Troisième question. Dernière question. Bon. Ouais, dernière question. Je termine par là. Merci, monsieur. Pensez à votre voisin. Il y a votre voisin qui a demandé le micro. Tout d'abord, bonsoir Madame la maire, bonsoir les élus, bonsoir monsieur, et merci encore pour ce grand débat national. Pour l'accroche, je dirais que les Français et nous tous, nous sommes déjà responsables pour l'élection de monsieur Macron, en vue des circonstances qui nous ont contraints à l'élire. Donc nous sommes déjà les premiers à être responsables. Dans un premier parti, je vais donc aborder les propositions qui ont été appliquées par monsieur Macron, c'est-à-dire l'augmentation de la CSG, donc la baisse du pouvoir d'achat pour les retraités et pour l'ensemble des citoyens, la suppression de l'ISF favorisant donc un pouvoir d'achat meilleur pour les personnes plus riches, le tirage au sort des étudiants pour leur avenir, l'augmentation des prix du carburant, la règle des 80 km/h qui ont en fait concrètement augmenté plus les gens, plus les accidents que les baisser. Malheureusement aussi, l'image de notre magnifique pays est affaiblie puisque M. Macron favorise en fait une Union européenne fédératrice, jusqu'à même que l'Allemagne a proposé que la France abandonne son siège à l'ONU au profit de l'Union européenne. De fait, après le constat de Macron, nous allons établir les propositions. Mes propositions, elles sont toutes simples. Rétablissement de l'ISF, coup de pouce pour les familles modestes de 100 € par mois, une baisse de 10% du prix de l'électricité et du gaz qui va donc favoriser à tous les citoyens un pouvoir d'achat qui peut être augmenté un petit peu, la fermeture donc, des centres nucléaires au profit des éoliennes, rétablissement de ce système de Parcoursup qui fait du tirage au sort, donc le mettre de côté et permettre à chaque étudiant, comme
la France a toujours réussi à faire, c'est-à-dire laisser chaque étudiant choisir son propre avenir. Donc aussi baisser un peu les impôts, favoriser la souveraineté des États européens, c'est-à-dire que chaque pays soit en droit d'accepter ceux qui entrent et ceux qui sortent dans notre pays. Pourquoi ? Parce que malheureusement, je ne trouve pas cela logique que Macron puisse accepter que des djihadistes entrent dans notre pays. Voilà, merci beaucoup. Merci monsieur. Monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. En préambule, je voudrais préciser que si le pouvoir fait mine de dialoguer avec les citoyens pour en réalité les ignorer, le retour de bâton peut être violent. En cas d'échec du grand débat et de ses décisions, évidemment, ce que je ne souhaite pas, n'y a-t-il pas un risque de disqualification durable de la démocratie participative? Ensuite, je voudrais aborder la question des jeunes, des lycéens et des étudiants. Ça a été abordé tout à l'heure, en particulier le parcours SUP et la discrimination dont sont victimes les jeunes dans notre département. Ensuite, je voudrais aborder la question des étudiants extra-européens à qui le gouvernement fait les yeux doux pour qu'ils intègrent nos universités. Devront-ils subir l'augmentation des frais d'inscription? 2 chiffres, 2 770 € en licence, c'est ce qui est proposé, contre 170 aujourd'hui. Autre point, comment concilier la transition écologique et la justice sociale? Commençons par la rénovation thermique des bâtiments qui permettrait à nos concitoyens d'avoir des charges moins élevées et donc de faire des économies d'énergie. Autre chantier que je voudrais aborder, c'est la mobilité verte, qui suppose notamment de réhabiliter le réseau ferroviaire, comme l'ont fait les Belges, les Allemands ou les Suisses. Troisième chantier, et j'en terminerai là, le verdissement des processus industriels et agricoles pour basculer vers une économie post-carbone, en remplaçant par exemple la PAC productiviste par l'agroécologie qui permet à une agriculture saine qui n'empoisonne pas les paysans de se développer, et on stimule par ailleurs des puits de carbone naturels. Ces chantiers impliquent que l'on conjugue la question sociale avec le défi écologique, les deux étant intrinsèquement liés. D'ailleurs, à cet égard, les Gilets jaunes ne rejettent pas la transition écologique, mais la tentation de faire porter une grande partie de son coût sur les Français les plus modestes. Il faut donc maintenir une taxe carbone, nous en avons besoin, et élargir son assiette, notamment, mais en l'accompagnant de véritables solutions pour les bas revenus, du type chèque énergie, par exemple. Merci. Merci. Alors, où en sommes-nous? Qui souhaite encore intervenir? Allez-y, madame. Bonsoir. Alors, moi, je voulais savoir par rapport à... Parce qu'on parle par rapport au climat, au niveau de la pollution. Alors, la MGP a décidé, donc, en juillet, d'interdire certains véhicules. Donc, moi, personnellement, j'ai regardé pour savoir les aides que je pouvais avoir. 1 000 €. Franchement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir acheter avec 1 000 €. Ça ne sera jamais une voiture catégorie 3. Hein. Après, ce qui serait bien, c'est peut-être plutôt à la place de mettre les transports gratuits à partir du 1er juillet 2019, puisqu'on va compte, on ne pourra plus rouler avec les voitures, donc à partir du 1er juillet 2019, mettre partout les transports gratuits.
Alors, après, il y a autre chose. Je voulais dire par rapport aux jeunes qui sont en alternance, parce qu'en fait, M. Macron, quand il disait qu'il suffisait juste de traverser la rue pour avoir du travail, ce qui serait bien, c'est qu'en fin de compte, l'État donne l'exemple. Parce que quand il embauche les alternants, et qu'en fin de compte, au bout, ils n'ont rien, alors que dans certaines sociétés privées, ils peuvent être embauchés, alors que par tout ce qui est État, ils ne sont jamais embauchés. Donc là, c'est quand même de l'exploitation. Voilà. Merci madame. À vous qui avez le micro. Je m'appelle Madame Lévy. J'habite Aubervilliers. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, on parle d'inégalité, que tout le monde n'a pas les mêmes droits, que moi, je suis entièrement d'accord sur ça, mais quelque part, nous, en tant que peuple de France, on est un peu fautif aussi de notre part. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faudrait, par rapport aux retraites, c'est vrai que les retraites, des fois, sont vraiment minimes, même très, très minimes. Ce qui serait bien, c'est que les personnes qui ont quand même travaillé toute leur vie, qui ont des retraites plus ou moins petites, puissent au moins bénéficier du minimum retraite, ce qui n'est pas. D'autre part, au niveau du logement, ce qui serait bien, c'est que, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de logements social. Je suis d'accord, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement, même en faisant les meilleurs efforts du monde. Dans chaque commune, chaque maire fait ce qu'il peut par rapport à ce qu'il a aussi. Donc, d'autre part, ce que je voudrais dire, c'est vous parliez aussi au niveau de la retraite. Je voudrais que la retraite soit pareille pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de différence à ce niveau-là. Parce que j'estime qu'on est tous des travailleurs, on a le droit à la même légalité de retraite. Il n'y a pas je suis fonctionnaire, j'ai un truc, je ne suis pas fonctionnaire, j'ai ça, je suis privé, j'ai ça. Tout le monde doit avoir la même retraite. C'est-à-dire qu'on cotise tant d'années, on a le droit à quand même de bénéficier à au moins un minimum pour survivre. Je n'appelle pas ça vivre, j'appelle ça survivre. Et ce que je voudrais dire aussi, on parle au niveau de l'eau, de tout. Ça serait bien que nous aussi, en tant que citoyens, on soit un peu responsables, parce que l'eau, elle est très chère, malheureusement. Tout est cher, tout est inabordable, tout est très difficile. On mène une vie d'un éternel combat. Mais ce combat, si on veut aussi, malgré que vous dites que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, ok, mais il faut aussi prendre ses responsabilités, nous, en tant que citoyens et en tant que vivants en France. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument que l'eau, quand elle est utilisée par des jeunes qui ouvrent les geysers et qui gaspillent l'eau, la dernière fois, on a eu une réunion de l'eau, et les parents ne comprennent pas, c'est que cette eau-là, Veolia, nous la comptabilise. On nous dit non, mais c'est faux. J'ai eu une réunion de l'eau et ils nous ont bien spécifié qu'elle est comptabilisée. Donc, messieurs, dames, surtout quand vous avez vos enfants, dites-leur que tout ce qu'ils détruisent, tout ce qu'ils gaspillent, et nous-mêmes, on en paye les conséquences, malheureusement, aussi bien pour la nature que pour nous-mêmes. Alors moi, j'aimerais qu'on arrive à un moment dans notre vie, qu'on soit responsable et qu'on se responsabilise tout le temps. Voilà. Et ça, c'est très important pour moi, parce que, et ce que je voudrais dire, une dernière chose très rapidement, ce que je voudrais, c'est qu'au niveau des rentrées scolaires, de tout ce qui est au niveau des élèves, que tout le monde ait une répartition, une bonne répartition, aussi bien pour les lycéens que pour les collégiens, que ceux qui vont à l'université, parce que quand on donne des primes de rentrée scolaire, est-ce que vous croyez pas que ça serait bien de carrément que l'école prenne en charge les livres, les fournitures, tout elle-même, et que les parents mettent leurs enfants, avoir une petite compensation pour se vêtir, on va dire, mais au moins le reste, laisser l'État prendre en charge toutes ces choses-là, de façon à ce qu'il n'y a pas de jalousie, de façon à ce qu'il y a tout le monde soit illégal là-dessus, et tout le monde peut profiter des uns et des autres, sans pour ça
dans l'abus. Et il faut dire aussi, le social, je suis d'accord, mais il faut surtout aider les personnes qui se lèvent le matin, qui gagnent 1 000 ou 800 € par mois. C'est ceux-là qu'il faut aider, c'est pas ceux qui ne font rien. Merci madame. À vous. Je suis habitante de la ville d'Aubervilliers. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais avoir un petit mot du président, bien entendu, sur le handicap, le reclassement professionnel et tous les sujets que j'ai pas entendus en fait. Une personne handicapée, on parle de revaloriser son allocation adulte handicapé, mais on parle jamais de la reclasser professionnellement. Donc des centres de formation, il y en a énormément. Un handicapé, il met entre 1 et 5 ans à trouver une formation. Alors je le sais puisque je suis concernée par cette situation. Donc 5 ans pour trouver une formation, pour être sur la liste d'attente et entrer en formation. C'est énorme quand on est dans le handicap. 900, 880 € ne vous permet pas de vivre, mais pas du tout. Donc le handicap, c'est pas juste une allocation, c'est toute une vie qui s'arrête. Et donc, Monsieur le Président, qu'allez-vous faire pour la formation professionnelle du handicap, puisqu'il a déjà fait des réformes pour la formation professionnelle, qui ne sont à ce jour pas trop connues par le Pôle emploi, c'est dommage. Il y a aussi cette liaison, le Pôle emploi, la formation, le handicap, tout ça, c'est des choses qu'il faudrait mettre ensemble. On a réuni les ACDIC et le Pôle emploi. Il serait peut-être temps de réunir le handicap, les ACDIC, le Pôle emploi, des choses comme ça qui pourraient être tous ensemble et réfléchir pour une seule personne, la personne qui cherche du travail et qui est en situation de handicap. D'autre part aussi, les jeunes qui sortent de l'école. J'ai plusieurs exemples. J'ai des jeunes filles dans mon entourage qui sont sorties de l'école avec des bacs professionnels et qui cherchent à être aides-soignantes et infirmières. Je ne comprends pas, j'ai cherché... c'est pas mes enfants, mais j'ai cherché par tous les moyens de comprendre pourquoi cette jeune fille, elle sort avec un bac professionnel et elle n'a pas de place pour une école. Elle n'a pas de place. Elle est obligée de payer sa formation d'aide-soignante. Quand on a... je suis choquée, je l'ai appris il y a très peu de temps. Quand on a plus de 30 ans, la formation professionnelle pour être aide-soignante, elle est payée, puisque c'est plus de 26 ans. Voilà, il y a un âge où on doit payer et un autre âge où, comme on ne peut plus rien faire, on va vous la payer. Non, ça, c'est pas logique. Il n'y a plus de logique. Voilà, j'ai parlé pour... Et le logement. J'ai aussi le logement, les insalubrités, les moisissures, etc. Les panneaux solaires pour notre propre énergie. Même en HLM, j'aurais bien voulu avoir un panneau solaire sur mon immeuble. Peut-être que même l'immeuble, il aurait peut-être moins pris l'eau, il serait mieux réchauffé. Enfin, voilà, on a tous ce genre de soucis. Par contre, les défenseurs des droits... parce que c'est le défenseur du droit qui vient en compte quand on n'a plus de solution. Les défenseurs des droits, ils sont où? À quel moment on peut les joindre? Par quel organisme on passe pour les avoir? J'ai contacté 2 fois des défenseurs des droits, j'ai tous les mails, j'ai toutes les réponses. Ah non, j'ai pas de réponse. J'ai toutes les questions que je leur ai envoyées, j'ai jamais eu de réponse. Donc les défenseurs des droits aussi, ça c'est bien joli, mais on les contacte où et comment? Voilà. Donc il y a peut-être plusieurs réformes comme ça à faire. Et les Gilets jaunes ont bien fait de commencer ce mouvement et on est tous des Gilets jaunes en fait. Et on espère continuer. Monsieur le Président, merci. Merci madame. Bien alors, il reste une intervention. Bonsoir monsieur. Je viens d'entendre une question, quelqu'un qui dit qu'on ne sait pas comment contacter le médiateur de la République. Moi j'ai contacté monsieur Toubon. Et M. Toubon, il y a plus d'1 an de ça, il a fait un dossier, il m'a répondu, bon, très gentil, mais je ne suis pas le seul. Et on peut avoir ses coordonnées sur Internet. Alors, il faut savoir utiliser Internet, je suis d'accord. Mais, alors, je vous donne le tuyau. Bon, alors moi, je me plains, d'une part, enfin, ma retraite a baissé de 45 € par mois au 1er janvier de l'année dernière, sans être prévenu. Par contre, le carburant, mon diesel pour ma voiture, lui, il n'a pas cessé d'augmenter. Alors, je ne me plains pas trop parce qu'il y a plus malheureux, bien plus que moi, parce que j'ai une retraite principale, 2 retraites complémentaires et des revenus immobiliers, un studio que j'ai acheté à la résidence étudiante de la Porte de la Villette. En 2000, ça s'est construit. J'ai placé mon argent et c'est loué à un prix raisonnable par la société qui le gère.
Or, justement, j'ai des problèmes avec l'administration fiscale en ce qui concerne l'utilisation de l'ordinateur. Alors, j'ai un ordinateur depuis des années parce que je fais beaucoup de photos numériques, je fais des retouches et des albums photos, ça je sais le faire. Et je fais aussi du courrier à l'occasion. Par contre, Internet, ça me casse les pieds, les réseaux sociaux, je m'en fous. Alors, le percepteur a réussi à avoir mon adresse Internet et me réclame de payer maintenant par ordinateur. Alors ça, je ne sais pas le faire. Enfin, si, j'ai essayé l'an dernier, pour la première fois, mes taxes d'habitation, pour foncier, là, à la fin de l'année dernière. Et alors, qu'est-ce que j'ai essayé? Il disait comment faire, oui. Naturellement, je n'y suis pas arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas? Il fallait aller à la perception du boulevard Félix-Faure, près de chez moi. J'y suis allé, oui, mais à l'époque, il y avait 1 heure de queue. 1 heure de queue, à mon âge, je souffre souvent des reins, voire de sciatique. J'ai fait 1 heure de queue sous la pluie et on m'a montré effectivement comment on faisait. Quand j'ai voulu le refaire chez moi, ça n'a pas marché à tous les coups. Alors, résultat, j'ai perdu mon temps. Alors, ce que j'ai fait, j'avais réussi à me payer 2 impôts comme ça, hein, et par ordinateur, j'étais content, oui, mais le dernier, à qui il fallait payer au 15 décembre, c'était une taxe d'habitation, je crois, pour un studio que j'ai dans le Midi. Eh bien, là, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'avais la référence sur mon avis d'imposition, l'ordinateur l'a refusé. Que faire ? Je ne pouvais pas payer. J'ai attendu, j'ai dit, ils vont s'arranger, la date limite de paiement approchée. Et bien finalement, je n'ai pas pu payer par ordinateur. Alors j'ai fini par me décider à payer par chèque. J'ai envoyé mon chèque avec quelques jours de retard, bien sûr. Et alors après, ils ont eu le toupet, l'administration fiscale a eu le toupet de me réclamer une pénalité parce que je n'avais pas payé dans les délais. Alors si je n'avais pas payé dans les délais, c'était bien de sa faute, hein. Alors là, ça m'a mis en colère. Alors quand je suis allé à la perception, mes entretiens, c'est désastreux, on ne peut rien tirer des employés. Alors les pauvres, ils sont pas assez nombreux sans doute, ils n'ont pas la bonne formation et ils ne savent pas s'adresser à des seniors comme moi qui ne connaissent rien à l'ordinateur. Bon, alors résultat, et d'autre part, mon studio de la Porte de la Villette, et tous les trimestres, j'encaisse un loyer qui me sert à payer mes charges de copropriété. Mais là-dessus, je dois rembourser une TVA à l'État. Depuis l'origine, ça je le savais. Alors au départ, depuis 2000, je payais manuellement. C'était assez lourd comme système, il fallait payer un acompte, et puis le reliquat l'année suivante, mais on m'envoyait des papiers, bon, ça marchait très bien. Et puis il y a un jour, il y a à peu près 3 ans, j'ai plus rien reçu. J'ai pu penser. Et par contre, une lettre de relance de la perception n'informe pas. Par contre, elle sanctionne. Alors, je n'avais pas déclaré. Je dis, mais comment ça se fait que je suis allé voir? On m'a dit, ah, mais ça a été informatisé. Ah, ben oui, mais je ne suis pas au courant. Ah, mais pour être au courant, il fallait dire le code des impôts. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est caricatural. Alors après, quand j'ai dit, mais pourquoi? Moi, j'ai des amis en banlieue parisienne, enfin en province, qui ont des perceptions où ils ont des ordinateurs à libre accès, du personnel qui leur explique, et où il n'y a pas la queue et la cohue. Je leur ai dit, mais j'ai l'impression qu'ici, on est un pays sous-développé, un département sous-développé. Je ne sais pas ce que c'est à l'outre-mer, il faut voir. Enfin, je vous dis, voilà l'impression que là. Alors, les conseils que m'ont donné les salariés, oui, quand j'ai dit, mais comment être au courant? Il faut lire les journaux. Ah oui, les journaux, ils n'endossent pas que des nouvelles exactes. Non, mais vous posez un vrai problème, monsieur, c'est effectivement le problème de l'accès aux services publics avec une déshumanisation. Donc oui, déshumanisation. Et puis, déshumanisation, oui. Et le personnel se moque du contribuable. Oui, oui. Parce que quand on m'a dit... C'est pas le personnel, mais... Quand j'ai demandé s'il y avait un ordinateur à la perception, ils m'ont dit, les ordinateurs, allez dans des cybercafés. Alors, à mon âge, les cybercafés, je ne connaissais pas. Alors, c'est bien noté. Merci, monsieur. Merci. Merci bien. Bien, je crois que... J'ai laissé d'autres réclamations. J'ai fini par trouver un cahier à la mairie. J'ai mis d'autres demandes, j'ai raconté d'autres anecdotes. Et là, au moins, vous avez pu écrire. Oui, mais ça a été laborieux. Et vous avez encore une mairie où vous adressez, tant mieux. Merci, monsieur. Donc, je crois qu'on arrive à la conclusion. Alors, une dernière intervention avec l'autorisation de madame la maire. Merci beaucoup. Je tiens à remercier. C'est vrai que ça fait longtemps que vous demandez la parole. Mais ça va, je suis patient. Y a pas mais en fait, ça vous laisse le privilège presque de conclure. Je vais essayer quand même d'être bref parce que je pense que. Oui, s'il vous plaît, merci. Et puis je vous remercie surtout d'animer le débat. Moi, je voulais vous parler des associations et du problème rencontré par les associations, par la perte de dons qui est liée en partie aussi à l'ISF.
Parce que l'abandon de l'ISF, l'augmentation de la CSG, le problème des emplois aidés aussi qui ont été supprimés font que les associations sont en souffrance. Il y a moins 20% à peu près de dons en moins sur les associations, puisque avant l'ISF permettait rapporter à peu près 5,5 milliards, moins donc 1,5 milliard qui peut être défiscalisé en plus, ce qui est quand même pas mal donc pour les associations. Donc depuis ce temps-là et tout, et avec toutes ces mesures-là, l'argent entre nettement moins. Donc c'est un vrai problème et c'est un vrai handicap, c'est un vrai souci pour nos villes, parce que les emplois aidés n'existent plus ou très peu. Il y en avait avant beaucoup, et donc ça c'était intéressant. Il n'y en a plus, ou très très peu. Et donc voilà, et donc l'ISF n'étant plus là, il ramenait 4,5 milliards, maintenant l'IFI ramène 1 milliard. Bon, donc tout ça est lié aussi à l'évasion fiscale, c'est quelque chose d'important, parce qu'on nous a raconté une belle histoire avec la fin de l'ISF en nous disant que ça allait ramener de l'argent, et en fait ça a ramené très très peu pour l'instant. On verra, le président de la République nous dit que ça va ramener d'ici quelques années, qu'il faut évaluer, qu'il faut attendre, mais bon, on va attendre combien de temps, j'en sais rien. Donc il y a quand même ces soucis-là, et ça vient aussi avec le mépris des fois que le président de la République et les ministres et certaines personnes ont pour tous ces corps intermédiaires qui sont les syndicats, les partis politiques, les associations. Sans les associations, il n'y aurait pas de lien social, il n'y aurait pas de culture, il n'y aurait pas d'événements sportifs, il n'y aurait pas d'alphabétisation, il n'y aurait pas d'accueil des migrants. Et on peut multiplier comme ça à foison. Moi, je fais partie de plusieurs instances, les conseils de quartier, les conseils citoyens, le conseil de développement de pleine commune. Ce sont des choses importantes. On n'a pas attendu M. Macron et de faire le show pendant 2 mois pour débattre. On débat depuis des années, tous les mois et tout le temps. Et donc ça, c'est très très important que ça reste. Donc en fait, il y a 4 choses, parce que je ne doute pas que vous allez relayer nos demandes là, à tous ce soir au président de la République. J'ai plus de doutes sur ce que va répondre le président de la République, honnêtement. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, rétablir l'ISF, c'est une évidence. Stopper le prélèvement de la CSG pour les retraites, parce que, surtout pour les petites retraites, mais malheureusement, il y a beaucoup de petites retraites. Il faut créer des emplois aidés, alors il peut les appeler comme il veut, hein, des emplois aidés, soutenus, des emplois de transition, peu importe. Il faut recréer ça et soutenir les associations, parce que c'est vital pour le tissu social d'une ville, d'une commune, d'un quartier, d'un pays et de notre nation, quoi. Et j'espère que maintenant, parce que là aussi vous êtes notre porte-parole, que le président Macron entendra ça, parce qu'il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Il y a eu 2 mois de débat. Il y a eu des milliers de gens qui ont participé, qui ont dit des choses. Je suis très sceptique sur le résultat du débat, mais il ne pourra pas dire « Ah, je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Maintenant, tout le monde a parlé et tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Merci, monsieur. Heureusement que vous avez pu prendre la parole, parce qu'effectivement, c'est un sujet essentiel qui n'avait pas été abordé. Pourtant, de très nombreux sujets de fond ont été abordés ce soir. Donc, je crois que nous avons la matière pour une longue et belle synthèse que je remettrai dans les jours prochains à Madame la maire. Rebonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer au début. Merci d'abord à Jacques Marceau d'avoir accepté de superviser notre débat, notre contribution au grand débat national. Certes, beaucoup de choses ont été dites, on n'est pas là pour synthétiser, on l'a dit tout à l'heure, on va être très fidèle à la fois aux contributions qui nous ont été remises en mairie, puisqu'il y avait vous savez, nous l'avons appelé cahier pour l'égalité. Donc je tiens à rendre hommage à la population, à ces femmes et ces hommes qui sont venus prendre de leur temps, rédiger, apporter leur contribution. Certains et certaines ont même remis un rapport. Donc, plus ce débat, plus les interventions sur le site de la ville, et puis la vidéo, je tiens à remercier le service communication, parce qu'un débat, c'est toujours utile. Dire, vous savez, tout ça ne va servir à rien, je crois que d'abord, c'est utile pour nous. C'est l'occasion pour notre ville
de s'exprimer dans le cadre de ce grand débat national sur les politiques publiques nationales. Et quand on dit Monsieur Macron, vous savez, on ne s'adresse pas à la personne, on s'adresse à l'État. Et l'État, je l'avais dit à Monsieur Castaner quand il est venu il y a 2 semaines, l'État c'est nous, c'est chacune et chacun d'entre nous, parce que ce sont nos moyens, nos richesses, c'est l'argent public. Donc c'est notre énergie, c'est ce que nous devons en faire. Donc moi je préfère, je suis plus fière d'être une Alberti-Villarienne et de dire Aubervilliers a participé au grand débat national et voilà sa contribution pour aujourd'hui, pour l'avenir, pour l'histoire, etc., que de dire, vous savez, on a fait la politique de la chaise vide, de toute façon, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Parce que quand on fait ça, vous savez, ceux qui ne vous entendent pas, ils peuvent dire, ben, finalement, peut-être qu'ils n'avaient rien à dire. Peut-être qu'ils ont renoncé. Peut-être que c'est comme ça qu'ils devraient vivre. Donc, nous avons prouvé, nous, par le biais de notre participation, j'avais dit à Jacques, quand je l'avais sollicité, puisqu'il connaît bien notre territoire, hein, à la fois Aubervilliers, mais Plaine Commune et le département, je lui avais dit, il y a un vrai besoin de la population. Parce que j'avais été interpellée par des habitantes et des habitants tout au long, depuis que le mouvement des Gilets jaunes avait commencé, et pendant le banquet des seniors, etc. Et on avait pris cet engagement parce qu'on m'a dit, est-ce que nous allons intervenir ? Est-ce que vous irez aussi, si vous êtes invité ? Moi, j'étais invitée avec les 150 maires d'Île-de-France qui ont les villes où existent des quartiers politiques de la ville. Et donc, en Seine-Saint-Denis, nous étions 32 maires invités sur 40. Ben, je faisais partie de la dizaine de maires qui a décidé de répondre. Et je suis intervenue devant le président de la République pour lui parler justement des services publics, de la mobilité, de la ligne 12 et de notre ville. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on devrait se taire ? On nous donne l'occasion de nous exprimer, c'est l'exercice démocratique, nous sommes fiers de cette démocratie, et vraiment, je tiens à le dire ce soir, c'est la fierté d'Aubervilliers que d'avoir passé ce moment ensemble, d'avoir échangé, d'avoir été, comme on sait le faire à chaque fois, très dynamique. Il y a, quelle que soit l'opinion de chacun, quelle que soit son appartenance politique, ses croyances, quel que soit ce qu'il a à dire, ou pour certains qui ont écouté et qui n'en pensent pas moins, parce que je sais qu'à d'autres occasions, ils interviennent et ils prennent la parole, et c'est ça notre identité en tant que ville, et c'est ce qui nous anime pour dire, parce qu'il faut rendre tout ça avant le 15 mars, donc il y a ce travail que nous allons faire, cette synthèse que nous allons renvoyer, et bien sûr la vidéo sera en ligne à la disposition de toute la population, celles et ceux qui sont là, mais celles et ceux qui n'ont pas pu participer, pour écouter ce que Aubervilliers a dit aujourd'hui au président de la République et donc à l'État, puisqu'il nous dit lui-même, j'ai apporté ici sa lettre adressée aux Françaises et aux Français, il dit à la fin « en confiance ». Et il signe donc, bien sûr, Emmanuel Macron. Donc, même si on ne se fait pas d'illusions, on a confiance en nous-mêmes, en nos capacités à nous de nous mobiliser, de nous exprimer et de faire preuve à chaque fois que cela est possible de courage, de combativité, de détermination pour ne pas se laisser faire. Beaucoup l'ont dit ici à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, si on ne se bat pas, eh bien, on n'a rien, ou on n'a pas grand-chose. Donc on continuera à lutter contre les discriminations, contre les inégalités dont notre population est victime depuis trop longtemps. Et c'est une occasion, parmi tant d'autres. On ne se fait pas d'illusions. Il ne va pas nous dire demain, vous savez, c'est merveilleux, tout va changer. Donc on continuera, comme on le fait, pour la ligne 12, comme on le fait pour la piscine à dimension olympique, pour les logements, pour la lutte contre l'habitat indigne, pour l'encadrement des loyers, pour le permis de louer. Comment est-ce qu'on a pu faire tout cela ? Parce que les habitantes et les habitants se sont mobilisés, parce que les associations ont dit « basta, on n'en peut plus », parce que les élus locaux ont parlé, parce que les institutions, vous savez, avec Plaine Commune, on fait beaucoup de choses aussi. Donc, continuons à rester unis, rassemblés comme ce soir, et donner à voir ce que c'est une ville dynamique, comme je l'ai dit au président de la République, une ville d'avenir. En tout cas, merci encore une fois et on remettra toutes vos contributions au président de la République.